Bonjour à ceux qui nous rejoignent maintenant. Vous nous retrouvez sur la première table ronde de cette matinée, qui aujourd'hui va être consacrée aux nouveaux enjeux numériques post-crise, avec deux témoins. Nous avons en plateau Christian Shishkin, qui est à mes côtés de Nutanix, et nous avons à distance, et je crois que vous êtes loin, vous êtes sur la Côte d'Azur, hein, si je ne me trompe pas. Oui, il fait pas beau malheureusement, mais oui, on est sur la Côte d'Azur. Oui. D'accord. Lionel Faure, qui est directeur marketing et partenariat de TAS Group, Task France. Vous allez nous expliquer cela. Alors, vous voyez, nous sommes en studio, nous respectons les règles de distanciation, donc on va se libérer de ce masque, sachant que bientôt on pourra, je l'espère, s'en libérer de manière plus importante. Merci. Vous ne voyez pas, Lionel, la chance que vous avez à être loin de nous et vous n'avez pas les mêmes contraintes. Donc, oui, voilà. J'ai le privilège d'être dans un grand bureau, là, donc un collaborateur à côté de moi, mais on est suffisamment loin, donc ça va, on est tranquille de ce côté-là. Tout à fait. Merci. Alors, on va commencer tout d'abord avec vous, Christian Shishkin. Donc, vous êtes Cloud Transformation Advisor EMEA, donc sur la région, l'Europe en particulier, chez Nutanix. Juste nous rappeler qui est Nutanix très vite, et puis, en fin de compte, à quel besoin vous répondez aujourd'hui sur cette démarche cloud qui nous occupe sur cette matinée. Alors Nutanix est le créateur et leader du marché de l'hyperconvergence. Et après à peu près 11 ans d'existence, nous sommes maintenant dans une étape de développement de notre catalogue de services au-dessus des couches de l'infrastructure pour aller sur des aspects qui traitent la base de données as a service, le poste de travail en mode as a service également et tout un tas d'autres fonctionnalités sur lesquelles on essaye d'enrichir en fait la stack de départ. Et notre rôle, c'est d'essayer d'avoir une approche la plus agnostique possible vis-à-vis de nos clients pour les aider finalement à approcher le cloud qui dans l'inconscient collectif est souvent rattaché au cloud public, et faire le meilleur usage possible de ça dans une approche en général assez hybride. Et donc on essaye de faciliter l'hybridation des clouds et l'exploitation des contenus pour aider nos clients à faire quelque chose de cet outil. Merci. Lionel Faure, si vous voulez vous présenter, nous expliquer qui est TAS Group pour ceux qui ne vous connaissent pas. C'est gentil, merci Stéphane. Donc je suis Lionel Faure, je m'occupe du marketing et des partenariats pour la filiale française de TAS Group. TAS Group est un éditeur intégrateur de logiciels européens. La maison mère est italienne. On fait principalement des solutions pour le secteur de la finance. Et nous, en France, dans ce groupe informatique que je représente aujourd'hui, notre activité est exclusivement dédiée au cloud et à l'hébergement. Les sociétés d'informatique, souvent, ont une patte dans ce domaine-là, donc ce qui est notre cas. Et donc, la filiale française propose des solutions de cloud et d'hébergement. Alors, évidemment, pour ceux de nos softwares qui sont proposés en mode SaaS, mais aussi principalement pour les entreprises françaises et principalement du quart sud-est de la France, puisqu'on est quand même un acteur régional. Hein. On est basé à Sophia Antipolis, où on a notre propre data center et on exploite d'autres espaces ailleurs en Europe, dans des data centers tiers. Mmh. Merci Lionel. Alors on va commencer avec vous, Christian. Si vous pouviez nous faire un point sur la transformation digitale des entreprises. Vous êtes au cœur d'ailleurs des projets puisque vous équipez une partie de l'infrastructure. Tout à fait. Alors à titre personnel, moi ça fait 3 ans que je suis chez Nutanix, donc c'est mon premier entre guillemets job chez un éditeur, un fournisseur de solutions. Avant ça, j'étais plutôt dans les projets, donc chez des grands intégrateurs. Et la vision de la transformation digitale aujourd'hui, elle a quand même été très très axée sur les outils et les produits et les fournisseurs. Et au final, on s'aperçoit que c'est pas forcément suffisant. Et qu'une vraie transformation numérique aujourd'hui, elle démarre d'abord avec la définition du besoin, la révision des processus pour délivrer ce besoin, et ensuite l'alignement des équipes
sur ces nouveaux processus et cette nouvelle manière de faire. Et si on n'a pas ça au départ, finalement on construit une solution technique, on construit une stack, un empilement de produits finalement, qui va être capable de faire tout un tas de choses, mais sur lesquelles on va perdre beaucoup de la valeur parce qu'on n'aura pas ni aligné les processus, ni aligné les équipes sur les capacités de cette solution. Donc ça, c'est vraiment un des enjeux importants de sortir et de s'abstraire un peu de la dimension technique des projets et de repartir un peu au départ, la définition du besoin, le besoin des clients, le besoin des consommateurs, et puis chercher à construire quelque chose qui adresse ce besoin-là plutôt que d'avoir un focus vraiment technologique. Lionel, qu'est-ce que vous pensez de cela la transformation numérique pour vous, c'est quoi sur votre data center chez vos clients? D'abord, pour relayer un petit peu les propos de Nutanix, effectivement, Nutanix est un acteur qui contribue largement à la transformation du secteur, a été un des précurseurs de la notion d'hyperconvergence. Bon, nous dans notre métier, on a un métier un peu particulier qui est le métier d'hébergeur infogérant. C'est-à-dire qu'on a un positionnement un peu à part, on n'est pas les seuls, mais dans ce monde des hébergeurs et du cloud, il y a différents types d'acteurs. Il y a les GAFA, qu'on connaît tous, qui sont bien connus. Vous avez des hébergeurs qualifiés de neutres, qui vont proposer finalement principalement de l'espace au sol. Vous avez des hébergeurs qui ont dans leurs propres équipes des capacités d'administration des systèmes et des réseaux de leurs clients. Donc, qui sont des hébergeurs infogérants dont on fait partie. Et nous, on a la conviction, puisque c'est comme ça qu'on est positionné, on a la conviction que c'est important d'être le plus autonome possible dans l'accompagnement des clients pour leur transformation numérique. En d'autres termes, oui, beaucoup de gens basculent vers le cloud, mais beaucoup de gens souffrent d'un manque d'accompagnement, de fluidité, et d'intégration des services qui leur sont proposés par des équipes qui seraient internalisées chez l'hébergeur. Une multitude de prestataires en cascade et de sous-traitants qui vont l'un derrière l'autre assurer une continuité de service, ce n'est pas toujours évident. Donc nous, on a plutôt ce positionnement-là et on pense que c'est important pour accompagner la transformation numérique des organisations. Quand Lionel nous parle justement de ces difficultés qu'il rencontre, on est là pour évoquer les enjeux du numérique post-crise. Moi, j'ai l'impression que c'était les mêmes enjeux qu'il y avait avant. Qu'est-ce que la crise a changé en la matière? Et est-ce qu'il y a des choses qui ont été fortement impactées par cette crise liée à votre métier? Alors, la première chose que cette crise a montré, c'est que le besoin d'agilité, de rapidité et d'efficacité dans un temps très court était vraiment réel. C'est plus une fantaisie ou c'est plus une chimère de dire qu'il faut aller très vite et être efficace tout de suite. Donc ça, c'est vrai. Et après, par rapport à ce qu'a dit Lionel, l'aspect intégration des solutions est très important parce que c'est pas parce qu'on va vite qu'il faut faire n'importe quoi. Et parce qu'après, il faudra vivre longtemps avec ce qu'on a implémenté, sauf à faire machine arrière et recommencer. Mais si on veut éviter ça, ça veut dire qu'il y a des bonnes pratiques dans l'urbanisation, dans l'architecture des choses, dans le design des services qu'on veut délivrer. Et de ce point de vue-là, les fournisseurs infogérants comme TAS ont évidemment une valeur ajoutée parce qu'ils apportent des solutions qui sont clés en main, mais qui sont la plupart du temps construites sur des standards du marché, donc qui permettent des notions comme la réversibilité, etc., qui sont des sujets clés pour les clients. Et après, sur l'aspect de l'enjeu de la crise, j'ai envie de dire que ça a poussé les gens à se demander plus seulement quelles briques technologiques allaient consommer où, pourquoi faire, mais ça les a aussi poussés à réfléchir et à se poser la question finalement la plus structurante de dire est-ce que j'ai envie ou besoin de faire les choses de la même manière des deux côtés de la barrière, c'est-à-dire chez moi et n'importe où ailleurs, que ça soit chez TAS, que ça soit chez un fournisseur de cloud public, peu importe, mais est-ce que j'ai le souhait d'avoir cette unification des modèles opérationnels, cette homogénéité dans la façon de faire les choses qui me permet finalement de faire les choses de la même manière partout et donc d'être efficace non seulement opérationnellement mais aussi financièrement. Parce que si je n'ai pas à faire cohabiter deux univers, deux modèles opérationnels, finalement je vais économiser de l'argent puisque j'ai un seul jeu de compétences et je l'utilise de partout. Et du coup ça ouvre des perspectives très différentes mais c'est plus exigeant au départ. Et donc il faut être plus sérieux et plus global et plus complet dans la façon dont on va designer les choses et penser les services. Lionel, vos clients ont-ils changé entre avant, il y a 2 ans, et aujourd'hui?
Ce que j'observe, c'est il y a de la maturité additionnelle qui est arrivée. Forcément, un client, c'est quoi? C'est des utilisateurs qui sont sur leur poste de travail. Donc, beaucoup d'entre eux ont été amenés à basculer d'un seul coup en télétravail. Donc ça a été quand même un souci pour eux. Il a fallu les accompagner, leur mettre en place je ne rentre pas dans le détail, mais des mécanismes qui permettent de continuer d'accéder à leurs serveurs de manière sécurisée. Ils ont appris à travailler à distance de manière plus sécurisée, plus opérationnelle, plus efficace. Après, est-ce qu'ils ont changé? Moi, je dirais que ce qui est sûr, et ça, c'est pas seulement les entreprises, c'est tout le monde. On souffre un peu quand même de cette dictature du numérique qui est arrivée d'un seul coup. On s'est rendu compte que c'était la bouée de sauvetage. Donc, ok, ça a été la bouée de secours, mais c'est quand même un bain un peu forcé, tout ça. Beaucoup de gens trouvent qu'on leur pose des outils et qu'ils n'ont pas le choix, qu'ils sont obligés de les utiliser et qui passent finalement beaucoup de temps à faire ça. Beaucoup de gens se plaignent de faire finalement plus d'informatique que leur métier, parce que le métier des gens, c'est pas seulement d'utiliser des outils, c'est aussi de parler aux gens, de les manager, de manager des projets. Donc voilà, il y a une progression de la maturité dans tous ces domaines-là, des prises de conscience. Et je crois, je reviens au début de mon propos, au fait que les gens se rendent compte qu'il est important d'être accompagnés et de ne pas avoir en face de soi des univers froids et impersonnels avec des portails dans le cloud qui sont complètement déshumanisés et dans lesquels finalement on va avoir du mal à travailler, ou en tout cas on va passer beaucoup de temps à essayer on va être un peu noyé dans tous ces outils et perdre en efficacité. Donc voilà, gain de maturité, mais bon, une évolution naturelle. Moi, je dirais quand même aussi des choses. On sait bien que le numérique on y croit, c'est pour ça qu'on fait ce métier, c'est un facteur de progrès. Ok, on a besoin de gens comme vous. Allez, dites-moi, il y a quelque chose qui est important dans ce que vous avez évoqué, c'est finalement la possibilité d'offrir un cloud de proximité. Expliquez-nous. Le cloud de proximité, c'est un argument qu'on utilise vis-à-vis d'un certain nombre de grands acteurs, qui soient aujourd'hui chinois ou américains ou même des très très grands hébergeurs de. Pourquoi un cloud de proximité? D'abord parce que évidemment, quand il s'agissait simplement d'héberger un site internet, c'était pas très grave, on n'avait pas forcément besoin d'être accompagné. Aujourd'hui, ce qui bascule dans le cloud et en mode hébergé, c'est quand même les applications sensibles des entreprises, c'est les ERP, c'est des données sensibles, c'est des données de santé, c'est des données financières. Et les gens qui font ça éprouvent le besoin d'avoir des personnes, des architectes, des ingénieurs, des chefs de projet, des directeurs de projet avec lesquels parler, qui soient quand même des gens de proximité avec lesquels on puisse se mettre autour d'une table, pourquoi pas à partir d'une feuille blanche pour dessiner une cible et vérifier un peu qui va faire quoi dans tout ça. Donc ce que j'appelle un cloud de proximité, donc il a cette dimension humaine dont je viens de parler. Il a aussi des dimensions plus techniques. On sait que notamment avec l'arrivée de l'Internet des objets, la latence sur les réseaux, c'est quelque chose d'important. Donc on parle de edge, on parle de tous ces mécanismes qui vont faire qu'on essaie quand même aussi de rapprocher le traitement proprement dit de la donnée de l'endroit où elle doit s'exécuter pour pouvoir continuer d'avoir des applications synchrones et de faire en sorte d'éviter des latences sur des réseaux qui vont aller traiter de la donnée à des milliers ou des dizaines de milliers de kilomètres. Voilà. Donc, c'est la définition que je fais. Je dirais aussi qu'un cloud de proximité, il est dans son écosystème. Il y a des cultures
Nous, on a une culture, on est dans le sud de la France, on est des Méditerranéens. C'est important aussi d'avoir une culture qui fait que les gens se sentent bien et qu'on se comprend vite. Voilà, c'est ça aussi un cloud de proximité. Le cloud de proximité pour Nutanix, vous avez parlé des valeurs également, donc... C'est très important pour nous et je suis content qu'on mette la Côte d'Azur à l'honneur parce que je suis moi-même natif de Nice, donc ça me parle et Sophie Antipolis me parle aussi beaucoup. Mais au-delà de ça, la capacité à traiter de la donnée en local est juste critique aujourd'hui. On ne peut pas faire sans ça. Et c'est aussi ce qui pilote un petit peu l'approche de Nutanix, des solutions qu'on essaie de développer, c'est-à-dire d'avoir la même capacité partout, indépendamment de la géographie, et qu'elle soit liée, encore une fois, à un modèle opérationnel unifié. Maintenant, par rapport au point de Lionel sur la proximité humaine et projet, ce que j'entends moi là-dedans, c'est la volonté de devenir finalement une extension du client et pas simplement un supermarché dans lequel on viendrait consommer des choses un peu de manière générique et uniformisée. Et il y a quand même cette notion dans le fait de vouloir adresser l'ADN d'une entreprise, qu'elle soit financière d'ailleurs dans ce cas-là ou autre, ou de la santé, ou peu importe. Mais il y a cette volonté de comprendre le métier, il y a cette volonté de s'aligner sur un certain nombre de prérequis de ce métier qui n'est pas forcément au cœur des préoccupations des grands acteurs du cloud public, surtout les Américains. Eux, ils ont plutôt tendance finalement à développer des choses sur étagère qui sont à prendre telles qu'elles sont. Après, elles conviennent ou elles ne conviennent pas. Et il n'y a pas dans mon discours le fait de dire c'est bon ou c'est mauvais, mais c'est ce que c'est. Et il ne faudrait pas croire que c'est autre chose que ce que c'est. Oui. Et donc du coup, ça me ramène un petit peu à la discussion de tout à l'heure sur se dire en fait comment on peut aider les gens à faire quelque chose d'intelligent avec ça. Et surtout, j'ai l'impression que la plus grosse richesse à partager aujourd'hui avec les clients et les prospects et les discussions qu'on peut avoir avec des partenaires comme TAS, c'est finalement de les aider à se poser les bonnes questions de ce qui est important pour eux et de savoir faire la part des choses dans leur réflexion de quand est-ce qu'il faudra plutôt se rapprocher de gens comme TAS ou d'autres hébergeurs infogérants et quand ce sera pertinent pour eux d'aller voir des gens un petit peu moins spécifiques ou un petit peu moins alignés sur leur métier. Cette clairvoyance et cette pertinence dans l'analyse de leurs propres besoins et la définition de la cible qui leur correspond vraiment, je pense que c'est ça qu'il faut partager aujourd'hui d'urgence parce que j'ai l'impression que c'est un peu la chose la moins bien partagée sur le marché. Par rapport à ce que vous venez de nous expliquer, en fait, on peut dire que le post-crise, on a connu un avant-crise ou une crise qui a permis aux entreprises de s'équiper, mais à toute vitesse, vous l'avez évoqué également Lionel, c'est-à-dire que toutes les entreprises, vos entreprises clientes vous ont contacté et vous ont dit voilà, on a besoin de faire du télétravail, on a besoin d'avoir de l'espace cloud de disponible, mais l'étape humaine en fait n'a pas été réellement franchie ou elle est insuffisante. C'est-à-dire qu'à un moment donné, aujourd'hui, le post-crise, il devient humain et non plus technologique. On n'a pas eu le temps de faire les choses et donc on se retrouve dans une situation où on a un peu mis la charrue avant les bœufs. On a été obligé de faire une évolution technique très vite, très forte, pour délivrer quelque chose immédiatement, mais on n'a pas géré la partie processus et la partie humaine, à la fois humaine, organisationnelle et accompagnement. Et donc là, maintenant, on va essayer de rattraper ce phénomène-là. Et c'est un peu la même logique avec FinOps, comme on en parlait tout à l'heure, un peu avant l'enregistrement, de se dire que finalement, on a créé FinOps. Pourquoi ? Pour rattraper un peu, essayer de rattraper le gap des entreprises qui ont fait une démarche sans se poser la question avant, mais sur des choses très bêtes en fait. Comment, quand je fais un catalogue de services par exemple, si je propose un formulaire à quelqu'un pour créer quelque chose, est-ce que dans ce formulaire, ça ne vaut pas le coup d'ajouter quelque chose comme la durée de vie de cet objet et de dire que finalement, je vais créer quelque chose pour 3 mois, dans 3 mois, ça disparaîtra tout seul avec un message d'alerte pour l'utilisateur en disant attention, dans une semaine, ça va partir, est-ce que vous en avez encore besoin, est-ce qu'on étend la durée de vie, etc. C'est tout bête, mais on est dans la gouvernance finalement un peu de bon père de famille qui évite de se retrouver après avec des choses qui ont pullulé, qui sont déployées de manière un peu anarchique, qui coûtent cher, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que le cloud public, c'est un paiement à l'usage. Et ce qui s'apparente assez à ça finalement dans la vie de tous les jours, que les gens peuvent mieux mesurer, par exemple, c'est la maison, la location d'un appartement et la vie à l'hôtel. La vie à l'hôtel, c'est très sympa, on arrive avec très peu de choses de chez soi, il y a beaucoup de choses disponibles sur place, mais quand on part, on s'aperçoit que 15 jours à l'hôtel, c'est pas le même prix que 15 jours dans sa propre maison ou dans un appartement qu'on a loué. Et donc, quand on a ce genre de choses en tête, ça permet de faire des choix un peu différents
Et moi, je reste persuadé que si on a fait les choses bien au départ, si on a bien passé le temps qu'il fallait pour designer, pour faire un catalogue de services pertinent avec un nombre de prérequis vraiment complet et un peu exhaustif, je pense qu'on peut éviter des étapes comme FinOps parce qu'on a injecté finalement dans la solution au départ la capacité d'éviter les débordements. Et donc ça, je pense que ça fait partie des grandes leçons des 4-5 dernières années sur lesquelles, si on peut imaginer que les clients ont pris de la maturité là-dessus, on peut espérer qu'entre ça, plus l'accompagnement avec des partenaires un peu spécialisés comme TAS, qui vont les aider à prendre les bonnes décisions et à faire les choses correctement, on peut espérer que les prochains projets ou la prochaine vague de projets se passe mieux. Lionel, Christian a évoqué les questions. Alors d'abord les aspects humains, la partie design qui est extrêmement importante, vous l'avez évoqué, également des problèmes de tarification, de prix, de coûts, qui sont également importants. Lionel, est-ce que vos clients ne sont pas toujours sur quand même la même dynamique qui est de dire on veut réduire les coûts, on veut réduire les coûts, on veut réduire les coûts, et puis finalement le reste n'évolue pas forcément au rythme qui devrait être, ou comment vous pouvez les accompagner vos clients pour leur faire comprendre qu'à un moment donné, il n'y a pas que la réduction des coûts? Oui, ce souhait de réduction des coûts, il est présent, il est toujours présent. Ça me donne envie de rebondir un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure à propos des clouds publics. Nos clients, en fait, bien souvent, ils utilisent des clouds hybrides, c'est-à-dire qu'ils sont un peu chez nous, un peu chez Amazon, pourquoi pas chez Azure, et puis ils gardent une partie des infras chez eux, et puis donc ils vont mettre en place, utiliser chacun pour le meilleur de ce qu'il a. En matière de dépenses, moi j'utilise une image assez souvent. Je me réfère au paradoxe de Jevons, qui était un Britannique, un philosophe britannique, un économiste britannique du XVIIIe siècle, qui a démontré que plus une ressource est abondante, plus on la consomme et plus ça coûte cher. Et donc j'utilise souvent cette image pour expliquer à nos clients que les VM qui sont ouvertes chez Amazon et qui ne sont jamais refermées, parce qu'elles sont faciles à ouvrir dans des portails magnifiques dans lesquels on a un choix absolument incroyable. La richesse est extraordinaire, la richesse des offres de ces gens-là. Donc on ouvre des ressources qu'on consomme, qu'on ne ferme pas, et on constate à la fin du mois, parce qu'en fait on a coché une case pour dire qu'on était d'accord avec toutes les conditions contractuelles, donc ça aussi c'est le modèle américain. Vous cochez une case et vous vous retrouvez à la fin du mois avec une facture de machine qui tourne, vous ne savez pas pourquoi. Et donc, voilà. Donc, le FinOps, en fait, c'est aussi d'inviter, d'inciter nos clients à prendre conscience de tout ça, à savoir qu'il vaut parfois mieux se donner la peine de configurer un ou plusieurs serveurs hyper convergés, pourquoi pas, des systèmes de chez Nutanix, de configurer ça bien comme il faut, avec les ressources qui vont bien, de faire un peu de capacity planning pour se faire l'effort de savoir où on va, de quoi on va avoir besoin en termes de ressources. Moi, je suis un peu un vieux de la vieille, mais le capacity planning, ça me parle. Moi, au début de ma carrière, on en faisait, et quand on vendait des ordinateurs aux clients, j'ai travaillé longtemps chez IBM, on passait beaucoup de temps à faire du capacity planning pour les inviter à s'interroger sur les besoins qu'ils allaient avoir et la courbe de croissance de leurs applications, etc. Donc, la maturité, elle va aussi dans ce sens-là. Il ne s'agit pas simplement d'ouvrir des ressources sur des portails cloud en se disant advienne que pourra, je consomme tout ça à la demande et ça va pas me coûter cher. Non, en fait, la réalité, c'est que ça coûte très cher. Et c'est ce qui conduit aussi, d'ailleurs, un certain nombre de clients à rebasculer de ces modèles cloud publics vers des gens comme nous qui les aidons vraiment à configurer les clusters qui vont bien pour répondre avec justesse aux besoins de performance qui seront les leurs. Écoutez, je vous propose que cela nous serve de conclusion. On arrive au terme de notre table ronde. À regret, puisqu'il y avait encore beaucoup de choses à évoquer et vous avez encore beaucoup de choses à nous dire. Le débat est ouvert. Bon, je vous propose que l'année prochaine, on se retrouve sur la Côte d'Azur et puis on fait la même table ronde. Avec plaisir. Vous pourrez nous accueillir, Lionel ? Voilà, et puis d'ici là, il fera beau, parce que là, ça fait un mois qu'il pleut, donc mais bon, c'est bien pour la nature et l'environnement, mais
le soleil va revenir pour l'ouverture des terrasses, donc tout va bien. Bon, super. Vous serez les bienvenus. Merci à vous. Merci à vous deux. Et puis, on va enchaîner donc avec une nouvelle table ronde qui va nous parler de la régulation européenne des plateformes et du cloud. Tout un programme. Restez avec nous, vous allez voir. Nous allons continuer dans la qualité de nos intervenants et de leur expertise. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci Lionel. Merci, au revoir. Merci Stéphane, au revoir.